Gérald Darmanin évoque des dysfonctionnements après la mort d'Elias en janvier. Le garde des Sceaux entend réformer la justice des mineurs. Les deux agresseurs d'Elias avaient pu sévir alors qu'ils étaient identifiés, avaient interdiction de se voir. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut aussi mettre plus les parents devant leurs responsabilités? Et à la question du jour, faut-il réformer dans un sens plus restrictif la justice des mineurs? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300 avec nous, toujours Philippe Bilger, Violette Spilbou, députée EPR du Nord, et Laurent Sebag, magistrat et vice-président de l'association du G500 Amour de la Justice. Philippe Bilger. Je voudrais rapidement réfléchir à 3 niveaux sur la justice des mineurs. D'abord, elle connaît des dysfonctionnements parce que les principaux intéressés parfois ne respectent pas les injonctions qui leur sont faites. Deuxième élément, et je l'ai observé moi-même en tant qu'avocat général il y a longtemps, c'est le fait qu'il y a au sein de l'univers judiciaire parfois une absence de cohérence, de coordination, presque de conscience professionnelle qui font qu'en réalité la justice des mineurs apparaît défaillante. Et dernier élément, et ça je l'ai vraiment connu et j'en ai souffert, j'ai l'impression, mon cher collègue, que cette justice des mineurs, avant qu'on se penche véritablement sur elle à la suite de tragédies récentes, était plutôt une justice de l'amour. Et qu'au fond, il y avait des juges des enfants qui, par exemple, à la cour d'assises des mineurs, étaient naturellement contre l'avocat général. Donc, j'arrête là. Je crois qu'il est fondamental, en effet, de remettre en chantier cette loi catastrophique de 2021, qu'il faut en réalité... sur le plan de l'excuse de minorité, il faudrait faire plus qu'y réfléchir. Et il me semble peut-être, et là au risque de choquer, on ne peut plus considérer l'enfance d'aujourd'hui comme celle qui avait justifié l'ordonnance de 1945. La députée, tiens, Violette Spilbou. Mais peut-être réagir avec des avancées qui ont eu lieu dans un vote il y a 2 mois à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de Gabriel Attal qui a été largement débattue sur la délinquance des mineurs. On a effectivement réformé l'excuse de minorité, c'est-à-dire que maintenant, quand on a plus de 16 ans, eh bien, il n'y a plus d'excuse de minorité, sauf décision du juge dans des cas particuliers d'environnement familial. On a mis en place avec cette loi la comparution immédiate des mineurs pour que lorsqu'il y a un délit, eh bien, il y ait tout de suite une confrontation, une convocation devant le juge et qu'on n'attende pas 2 ou 3 mois comme c'était le cas. C'est un contre-pied total de la loi de 2019 avec la césure pénale de Nicole Belloubet. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le sujet de la responsabilisation des parents défaillants. Je ne parle pas, bien sûr, des familles monoparentales qui sont en grande difficulté avec leur enfant, mais un parent qui ne se rendrait pas aux convocations du juge avec son enfant pourrait encourir une amende. Donc, cette proposition de loi, elle a été largement débattue. Il y a toujours ce débat, est-ce qu'à 16 ans, un mineur de 16 ans, récidiviste par exemple, qui aura la comparution immédiate, est un enfant ou est quelqu'un qui doit être plus responsable de ses actes? Comme vous le disiez, je crois que il y a 45 ans, dans les premières lois, on ne peut pas dire qu'on avait les mêmes mineurs qu'aujourd'hui et qu'il y a une grande attente des Français, qu'il y ait une fermeté sur les sanctions, mais aussi qu'on ait un travail en amont sur la parentalité, les réseaux sociaux, tout ce qui provoque cette violence et ces jeunes qui sont parfois sans cadre. Laurent Sebag. Oui, je vais rebondir sur les propos de la députée Spilbou pour dire que on n'a pas les mêmes mineurs qu'avant et on n'a pas les mêmes juges des enfants qu'avant non plus. J'entends la critique de Philippe Bilger il y a un instant qui dit ces juges des enfants qui vivaient dans un peu le symbole de l'enfant roi auquel il faut rien dire et qu'il faut jamais sanctionner. Le principe Dolto. Oui, c'est ça. Ça a pu exister, hein, on va pas se mentir, ça a pu exister cette culture-là. Pas que dans la justice d'ailleurs. Hein. Dolto a été considéré comme un phare de la pensée. Et c'est pour ça que la justice, c'est pour ça que la justice n'étant pas un système déconnecté du reste du monde politique, à partir du moment où on a vécu les années 70 de l'enfant roi, on a pu connaître une justice qui considère également que l'enfant est roi. Et c'était sa façon à elle d'aller au bout de cette pensée politique. Les choses ont changé aujourd'hui. Et j'en parle d'autant mieux que je suis conseiller dans une cour d'appel où je juge au quotidien les décisions du juge des enfants, parce que je suis conseiller à la chambre spéciale des mineurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. On a aujourd'hui des décisions qui sont incroyables de diversité.
C'est-à-dire qu'elles utilisent tout le spectre des réponses, aussi bien d'un point de vue pénal que d'un point de vue civil. Donc, c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que ce mineur, c'est pas un justiciable comme un autre, jusqu'à preuve du contraire, c'est un sujet en devenir. Donc le juger de la même manière qu'un adulte, ça me paraît être un choix de société qui est critiquable. Et je pense qu'il faut continuer à faire confiance à ces nouveaux juges qui ont une façon aujourd'hui d'apprécier avec plus de diversité, de mesure et de nuances les réponses à apporter, sans les déposséder de leur pouvoir d'individualisation des choses. Tout ce système que vous évoquez, cette proposition de loi peut avoir des aspects intéressants sur la responsabilisation parentale. Pour ma part, j'y crois assez. En revanche, sur l'inversion de paradigme qui consiste à rapprocher ce mineur de la justice des majeurs, en revenant sur l'excuse de minorité comme si le mineur était injusticiable comme un autre, me paraît être compliqué. Et en tout cas pas conforme d'abord aux principes et à la société qu'on a choisi, aux conventions internationales qu'on a choisi de signer et de continuer à appliquer, telles que la Convention internationale des droits de l'enfant. On arrive dans un système où on dépossède le juge de ce pouvoir et de ce devoir d'individualisation, et je pense que c'est à ça qu'il faut faire très attention. Surtout à un moment, je tiens à le rappeler, où on a un discrédit qui est jeté sur les décisions de justice par des adultes, qu'ils soient trafiquants de stupéfiants, qu'ils soient personnages politiques condamnés, pour certains qui ont un devoir d'exemplarité. Et je trouve assez paradoxal qu'au moment où les adultes ne soient pas en mesure d'écouter la réponse sévère de la justice quand elle l'est, ce soit les enfants qu'on responsabilise davantage. Je trouve que là, il y a un schisme dans notre façon de penser et d'organiser les choses qui, moi, m'interpelle un peu. J'ai scrupule, monsieur le conseiller, tout de même, bien sûr, à vous contredire alors que vous êtes sur le terrain, alors que je n'y suis plus depuis très longtemps. Je continue à penser tout de même qu'il est un petit peu dangereux de continuer à cultiver une sorte de mythologie de l'enfance, notamment sur le plan pénal, alors que celle-ci, pour 1000 raisons, n'a plus rien à voir, si jamais il a existé, avec le vert paradis. Donc ça veut dire, gardons des choses qui nous maintiennent un petit peu dans une législation particulière, mais peut-être faut-il réellement l'adapter à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Violette Spilvo. Je crois que cette adaptation, effectivement, elle est en cours, et je rebondis sur ce que vous dites sur les juges des enfants. Effectivement, on a des juges des enfants aujourd'hui qui ont d'abord un métier extrêmement difficile et qui essayent aussi de faire de la pédagogie avec les élus que nous sommes. Nous, on a été parlementaires, tous les parlementaires de tous bords, invités au tribunal de Lille à une séance spéciale sur la justice des mineurs, et où notamment, même si on le sait, on a eu beaucoup plus d'exemples concrets, on a vu à quel point, malheureusement, beaucoup de mineurs délinquants et violents sont des mineurs qui viennent de l'enfance protégée, de violences intrafamiliales, des mineurs qui ont vécu soit un abandon de la responsabilité parentale, soit même des violences. Et il y a un lien extrêmement fort. Donc, quand on parle de justice des mineurs, et je crois que Gérald Darmanin, sur ce sujet-là, est bien conscient et travaille aussi sur l'autre volet, il y a le sujet du scandale de la protection de l'enfance aujourd'hui en France, qui fait qu'on a des décisions de justice, en particulier dans le Nord, où on a de nombreux enfants qui devraient être placés dans des familles avec un suivi particulier, et pour lesquels il n'y a pas suffisamment de moyens. Ça veut dire qu'on les laisse dans ce climat de violence, et forcément, ils continuent d'être délinquants. Donc je crois qu'il faut vraiment la fermeté, mais il faut aussi se dire que l'État a une forte responsabilité sur la protection de l'enfant. C'est vraiment les deux volets. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Je ne dis pas que c'est systématique, mais un mineur délinquant, c'est assez souvent un enfant qui devait être protégé et qui n'a pas bénéficié des moyens matériels de sa protection dans le cadre des procédures civiles. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça dysfonctionne, il n'y a pas d'argent, pour quelle raison ? C'est quand même important de le savoir. Bien sûr, il y a autant de causes qu'il peut y avoir de situations. Il y a des lieux où on peut ne pas financer ces questions-là, parce qu'on appelle la responsabilité de l'État, là, c'est d'abord aussi, en partie, la responsabilité des conseils départementaux. On a des conseils départementaux en France qui font le choix de financer plus ou moins bien l'aide sociale à l'enfance. Donc évidemment, quand c'est la dernière dépense budgétaire d'un conseil départemental, qui est d'abord le premier acteur de la protection de l'enfance, évidemment, ça veut dire des décisions judiciaires qui ne sont pas exécutées, ça veut dire des moyens contractuels de protection des enfants à définir avec les familles qui ne sont pas disponibles, et évidemment un enfant qu'on ne protège pas, un mineur qu'on ne protège pas, et évidemment un mineur délinquant en puissance.
Voilà. Et puis il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a rendu ses conclusions il y a 2 mois sur la protection de l'enfance avec de nombreuses propositions. Et le sujet des départements est très complexe parce que les départements sont les collectivités qui ont des grandes difficultés financières pour certaines, c'est le cas du Nord aujourd'hui, et qui même s'ils mettent la priorité là-dessus, ne trouvent pas non plus suffisamment de familles d'accueil. Il y a le problème des recrutements et des rémunérations de familles d'accueil. Voilà, il y a bien beaucoup de problématiques, mais en tout cas, c'est en train de revenir au centre du problème de la délinquance des mineurs, parce que les deux sont liés et il ne faut pas l'ignorer aujourd'hui. Et effectivement, on voit à quel point... Qui perd la bonnette de son micro. Je perds le matériel. C'est pas grave, ça s'appelle une bonnette. On voit à quel point finalement, quand on traite pas un sujet en amont, les difficultés arrivent en aval. Ça a été, je ferai le parallèle assez rapide, on s'est, il y a quelques années, préoccupé de l'importance de l'augmentation des violences intrafamiliales. Et c'était évidemment corrélé avec les difficultés de la justice, notamment à audiencer rapidement des situations de divorce. Évidemment, quand on doit divorcer et qu'on n'obtient pas un divorce rapidement, ça devient de plus en plus conflictuel à la maison, et donc évidemment, ce qui était une mésentente qui pouvait se régler dans le cas du divorce devient un acte de violence. En réalité, pour les mineurs, c'est pareil. Ce qui n'est pas de la protection de l'enfance assurée avec efficacité devient potentiellement, évidemment, plus simplement de la délinquance des mineurs par la suite. C'est pas une fatalité, mais c'est un fait. Là, encore une fois, à l'esprit et au doigt mouillé, j'ai l'impression que la crise, la société d'aujourd'hui crée peut-être une infime minorité de mineurs qui relèvent de bien plus que de troubles mentaux, qui ont complètement perdu le sens d'autrui. On prend celui qui tue à la machette Elias en lui mettant un coup dans le thorax. On n'y croit pas, quoi. C'est dingue. Pour l'essentiel, la majorité de ceux-ci, je pense que les grilles classiques d'humanisme vigoureux doivent s'appliquer, mais j'ai peur que quelques-uns, à cause de la société ou peut-être de carences éducatives, ou peut-être d'eux-mêmes, je suis persuadé qu'il y a des défaillances que l'éducation ne peut pas corriger. Mais il y a actuellement, avec le meurtre de cette jeune surveillante, effectivement, il y a Mélanie, il y a des gros travaux qui étaient déjà en cours et qui vont être accélérés. Le sujet de la médecine scolaire et du manque de médecins scolaires, c'est-à-dire les postes sont ouverts, mais il y a 40% de postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a le problème de la médecine, le budget pour les infirmières scolaires et les psychologues scolaires. Donc la santé mentale des jeunes. De médecins. Voilà, donc il y a le sujet de la santé mentale des jeunes qui a priorisé. Il y a le sujet aussi des premiers signes de violence chez les élèves avec des conseils de discipline aujourd'hui pour lesquels souvent les chefs d'établissement, les enseignants se sentent seuls dans des décisions à devoir porter devant des parents qui parfois sont résistants. Et donc là, il y a aussi une proposition sur laquelle on est en train de travailler. C'est un barème national des sanctions et une exclusion dès le premier fait de violence, parce que quand on a plusieurs conseils de discipline et qu'après on passe quand même à l'acte, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose dans le chemin de l'utilité de la sanction. Donc y compris dans les écoles, je crois que là, plus que jamais, il y a besoin que les enseignants, les chefs d'établissement soient soutenus par l'administration et par l'État, parce qu'on est dans un moment extrêmement difficile dans les établissements scolaires. Laurent Sevall. Absolument, et comme tous les problèmes complexes de société, c'est jamais à un acteur tout seul de le résoudre. C'est pas un problème de la justice en soi, c'est un problème de concertation des regards avant le passage à l'acte qui pose question. Donc ça manque cruellement à tous les niveaux, et évidemment il faut prévoir quelque chose qui soit un regard collectif sur cette situation, qui implique la politique des familles, qui implique la politique de l'éducation nationale, qui implique la politique judiciaire, qui implique les conseils départementaux aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement une action de l'État qui est attendue, c'est une action de l'ensemble des acteurs publics sur cette question. Comme je suis à Lille, je vais être bienveillant. Vous avez totalement raison. Magnifique. Vous voulez réagir? Peut-être aussi ça rend bienveillant d'être à Lille. Ça rend bienveillant d'être à Lille, je vous l'assure. Venez à Lille, c'est une belle ville. On a plein d'actions solidaires. On est dans un sommet citoyen. On est un week-end où il y a Solidart, le secours populaire, qui organise des grandes ventes d'œuvres d'art au profit des plus démunis. Donc on est dans une ville accueillante et solidaire. Pour revenir au débat qui nous anime, derrière
tout ce sujet de la violence des mineurs, il y a aussi le sujet des réseaux sociaux. On pourrait refaire un débat sur ce sujet. L'interdiction est aujourd'hui proposée par le président de la République. Elle peut se débattre, on peut être pour ou contre. Mais en tout cas, je crois que personne ne nie que l'enfermement dans les réseaux sociaux, la violence à laquelle sont exposés nos enfants dès le plus jeune âge, y compris avant même le collège, à l'école primaire, la pornographie violente, les jeux vidéo avec des armes, favorisent effectivement cette violence verbale qui est complètement banalisée. Et pas que verbale même. C'est un sujet aussi sur lequel il y a des travaux parlementaires en cours, il faut que le gouvernement agisse et il y aura des décisions à prendre. Je crois que parents que nous sommes, pour l'avenir de nos enfants, de la société, on ne peut pas laisser nos enfants exposés à autant de violences si jeunes. Je partage tout à fait l'opinion et je vais même plus loin. Je dirais que le mot interdiction ne peut pas être le seul mot qui est prononcé. C'est-à-dire que si on veut résoudre un problème, on ne peut pas passer son temps à interdire des actions, des pensées, des idéologies. Face à ce qu'on interdit, il faut à un moment donné proposer des alternatives. Évidemment, à partir du moment où on ferme les réseaux sociaux pour les mineurs, où on les réglemente, ce qui va être très difficile et on aura l'occasion d'en parler dans le cadre de ce sommet citoyen, notamment demain après-midi sur notre table ronde justice, réguler ou interdire les réseaux sociaux, ça suppose proposer autre chose à cette jeunesse qui est en perdition ou qui est en difficulté. Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir les politiques publiques de la culture, du sport, du loisir, leur proposer des choses saines qui les amènent à sortir de ce téléphone et de leurs ordinateurs. Moi, je vais inviter notre magistrat à nous rejoindre à Lille. On a plein de beaux projets et plus il y a de dialogue entre justice et éducation, plus ça sera bénéfique pour nos jeunes. Et je viendrai avec quelque chose, un plat local, le pot de Jevelèche. J'ai dégusté ça ce midi avec notre ami Arthur, notre réalisateur, et je dois dire que c'est excellent. Vous ne pouvez pas quitter, vous, un problème de pures idées sans nous plonger dans la bouffe. Merci à vous. Tout de suite, on se retrouve pour le clou de l'émission, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Restez bien avec nous en les vraies voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.